Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Vous êtes ici dans la troisième vidéo du cursus axé sur le rendu dans Blender. Et dans les deux premières vidéos, dont je vais mettre un lien à l'écran, alors un lien vers la première vidéo du cursus et un lien vers la vidéo précédente à celle-ci, je vous ai parlé dans les précédentes vidéos des différentes options de rendu dans Blender ici. Et je pense que c'est dans la première que j'ai parlé du sampling ici et des différentes manières j'ai pas parlé des différentes manières, je vous ai dit que je parlerai dans une vidéo prochaine des différents types de tracing, de path tracing, de comment est-ce que Blender calcule son rendu. En fait, réalise son rendu. Et c'est le but de ce tutoriel, c'est de vous parler du path tracing de Blender. Donc on va fermer un peu les fenêtres qui sont au-dessus et on va se concentrer que sur celle-ci qui s'appelle sampling. Donc je vous ai un peu expliqué dans la première vidéo de ce cursus, il y a deux vidéos en arrière, à quoi servaient un peu tous ces boutons. Donc le seed qui est l'aléatoire du pattern de bruit qu'on a dans le rendu final. Le clamp direct et indirect qui permettent de mettre un niveau max aux couleurs blanches, en fait, aux luminosités blanches, pour pas qu'il y ait trop de fireflies, ce sont ces petits points blancs qui apparaissent. Et je vais vous expliquer dans 2 secondes un peu pourquoi ils sont là. Et surtout les différents samples qui sont à côté qui vous permettent de raffiner un peu la qualité de votre image au final. Et on va un peu comprendre pourquoi justement plus on met des samples et plus la qualité, l'image est de meilleure qualité. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai dans la scène. Ça va être la base pour essayer de comprendre un peu comment Blender enregistre son rendu. Donc on imagine qu'on a cette scène, on a notre caméra qui est ici, on a une source de lumière qui est là, et on a un objet posé sur le sol. Donc le sol est bien sûr mat aussi, est un objet dur, et le reste c'est du ciel et c'est l'infini disons. Donc Blender pour calculer son image va partir du fond de la caméra là et va dire qu'on va prendre le plan, notre image finale de la résolution qu'on a définie un peu plus haut, 1920 par 1080, 720p, enfin je sais pas, l'image de la résolution que vous avez définie va être prise sur cette face là qui est devant la caméra. Je vais un peu vous montrer ça de mieux. Voilà le petit rectangle, le trait marron que vous avez ici devant la caméra, ça va être ça, votre image finale, votre rendu que vous enregistrez sur votre ordinateur. Donc Blender, pour constituer cette image, pour la créer et savoir quelle information, quelle couleur donner à chaque pixel de cette image, il va utiliser un système de path tracing qui est en fait un dérivé, mais qui se base sur la technique de ray tracing. Le ray tracing, ray c'est un rayon, tracing c'est le tracer, retracer en fait les rayons. Dans la vie, en vrai, en général, ce qui se passe, c'est que n'importe quelle source de lumière, le soleil, tout ça, vont envoyer des photons qui vont arriver, qui vont se balader partout, rebondir sur les murs, les obstacles un peu partout qu'ils ont, et éventuellement, certains d'entre eux vont atteindre notre œil, et notre cerveau va processer tout ça et va nous dire « Ah ben, c'est ça que tu vois ». Et en fonction de la lumière qui est reçue, des photons, tout ça, des couleurs qu'on a, des informations qu'on reçoit de cette manière, dans notre œil, on voit des choses autour de nous. Il y en a beaucoup, 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 et il y en a encore plus si on considère tous ceux qui n'atteignent pas notre œil. Parce que notre œil, imaginons que c'est la caméra, il y a des rayons qui partent de cette source de lumière et qui vont dans toutes les directions. Il y en a énormément. Alors, imaginez-vous recréer ce système réel en 3D, ça prendrait des ressources monumentales, parce qu'il faudrait refaire des rayons qui serviraient même à rien, strictement à rien. Parce qu'ils n'atteindraient jamais la caméra, donc ils seraient calculés pour rien, parce que c'est des informations qui n'ont même pas besoin d'exister pour cette caméra, et nous ce qui nous intéresse c'est juste ce panneau là, et donc déjà ça fait beaucoup à prendre en compte. Donc ce que Blender fait c'est qu'il invertit, il prend le problème de l'autre côté. Du coup il se dit bon ben on va nous-mêmes retracer les rayons qui arrivent à la caméra vers leur source de départ, ce qui est encore très conséquent, mais qui est déjà beaucoup moins lourd à calculer que l'inverse. Donc qu'est-ce qu'il fait Blender? Il va se dire, bon bah voilà, depuis la source de la caméra, je vais partir plein de rayons, et dans toutes les directions ici, et en fait je fais, pour être exact, je fais partir un rayon par pixel. Donc à chaque fois que vous changez la résolution, on va quand même ouvrir
la fenêtre des dimensions ici, chaque fois que vous définissez une résolution ici d'image, 1920 pixels par 1080 pixels, et ben vous multipliez les deux et ça vous donne le nombre de directions de rayons qui partent par cette caméra. Parce que Blender va faire partir un rayon comme ça, enfin une direction par pixel qui constituera votre image ici. Ok, première chose. Donc votre image, chacun des pixels donne une direction par rapport au point de la caméra, ici, donne une direction à vos rayons. Ces rayons vont ensuite aller chercher l'information qu'il leur faut pour afficher sur votre image, sur votre rendu ici. Donc les rayons partent, éventuellement ils tapent dans rien du tout, ils continuent tout droit, ils arrivent, ils vont dans le vide. Dans ce cas-là, ils renvoient une information neutre, ils disent bon bah c'est noir, il y a rien, j'ai rien trouvé, je suis tombé dans le néant. Sinon, ils peuvent atteindre un obstacle, une surface. Et dans ce cas-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir un quotient, une densité de lumière qui va leur être affectée en disant bon ben le sol il a absorbé un peu de lumière, donc ça enlève un peu de la valeur maximum de lumière qu'il pourrait y avoir. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils rebondissent pour savoir exactement quelle lumière il y avait, enfin d'où vient cette lumière. Donc d'où vient la puissance maximale de lumière qu'il y avait avant. Donc ils rebondissent une première fois et s'ils trouvent toujours rien, pas de source de lumière ou rien, et ben ils vont continuer de rebondir jusqu'à temps qu'on leur dise d'arrêter. Donc soit le potentiel de lumière est trop faible et donc la valeur est nulle et de toute façon ça atteint 0 et dans ce cas-là ils renverront du noir pour le pixel. Ou alors, enfin ici ils atteignent une valeur 0 de puissance, je veux dire, ils renverront pas du noir mais ils auront une valeur 0 de puissance. Ou alors s'ils sont arrivés sur une source de lumière, et ben, ils recalculent le tout et puis on sait qu'est-ce qui doit être affiché ici, en fonction des propriétés de chaque matériau qu'il y avait entre temps, et en fonction aussi de l'intensité de départ, et du trajet qu'il a fait, de si c'était réfléchissant, de tout ça, si l'objet était mat ou pas. Ça c'est le système de ray tracing de base. Donc c'est sur ça que se base le calcul de path tracing qu'utilise Blender. Le path tracing, lui, donc il prend ce même système, mais il fait d'autres choses. Donc qu'est-ce qui se passe? On va revenir ici. Blender on revient sur cet exemple-là. Blender balance un rayon qui tape une surface et rebondit dans une direction. Dans le ray tracing, le rebond est dirigé forcément comme tout à l'heure. On était ici, non, on était dans le calcul d'après, encore après. Le rayon est dirigé forcément vers la source de lumière. Au premier rebond, sur le premier rebond. Et ensuite, s'il touche d'autres choses, eh bien, il va rebondir de manière logique jusqu'à ce qu'il retombe vers de la lumière ou pas. Dans le système de path tracing, le rayon rebondit une première fois et le rebond part dans une direction aléatoire. C'est-à-dire que ce premier rebond va être fait dans cette direction-là, et il ne renverra rien, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien, c'est le néant, et il renverra juste l'information qu'il y a sur le cube. Ah bah il y a un cube ici, et quelle est l'information de cette surface? Eh bien elle est dans l'ombre, elle est en noir parce qu'elle est dans l'ombre, parce qu'ici il n'y a pas de lumière, ça correspond à aucune lumière qui vient derrière. Donc c'est dans l'ombre. Et Blender refera, s'il trouve un obstacle, autant de rebonds qu'il faut jusqu'à ce qu'il atteigne la limite qu'on ait définie, qu'il trouve une source de lumière ou rien du tout. Dans ce cas-là, ce sera noir. Mais imaginons un instant, prenons un instant le deuxième pixel qui vient juste à côté de celui-ci. Si je zoome un peu, je prends le deuxième pixel qui rebondit, qui est juste à côté. D'accord? Donc sur l'image, c'est un pixel qui est collé à celui au premier. Ce deuxième pixel, il tape quand même notre cube. Donc il est censé renvoyer une information similaire. Mais vu que le rebond il est aléatoire et il va un peu dans n'importe quelle direction, lorsque celui-ci rebondit, il a atteint notre source de lumière. Du coup, l'information qui renvoie à ma caméra, c'est que ce pixel-là, le pixel qui est à côté du premier, lui, il a une information de lumière qui est beaucoup plus importante que le premier pixel. Le premier pixel était noir parce qu'il avait rebondi ici, il était tombé dans le néant. Donc qu'est-ce qui arrive sur cette face? Pour lui, rien. Il n'y a aucune lumière qui atteint cette face, donc pour lui ce pixel est noir. Pour ce pixel-là, il a de la lumière qui vient, et en prenant en compte les propriétés du cube, donc c'est un matériau mat, c'est pas complètement réfléchissant, il va atténuer un peu cette lumière-là, il va peut-être lui donner une couleur en disant j'absorbe telle ou telle couleur et donc je laisse que cette couleur-là passer, et le deuxième pixel à côté sera coloré de la couleur du cube, c'est-à-dire gris.
un gris clair en fonction de la lumière qui a tapé dessus, de la couleur de la lumière et ainsi de suite. Mais ça veut dire qu'au final, sur votre image, vous allez avoir deux pixels, l'un à côté de l'autre, un qui sera très clair, l'autre qui sera très foncé. Et je vous parle de pixels, donc quelque chose de tout petit, juste un petit point à un endroit. Et vu que ça c'est défini par l'aléatoire du rebond, et dans quelle direction le rebond de lumière est parti juste après son premier impact, eh bien un rebond de lumière ça suffit pas, parce que vous allez avoir un aléatoire tellement grand qu'à la fin vous allez avoir ce qu'on appelle le bruit, le grain dans l'image, ce qui fait que on a très peu de précision sur, enfin la qualité et la qualité de l'image n'est vraiment pas optimale, optimisée et pas accurate en anglais, précise. C'est pour ça que si donc on reprend notre tout premier rayon, qui a rebondi ici, on annule le deuxième, pour ce rebond-là, on a les systèmes de samples qui sont ici. Donc les samples ne définissent pas le nombre de rayons qui partent, rappelez-vous, ça c'est la résolution de l'image qui définit le nombre de rayons. Les samples définissent combien de rayons sont envoyés par pixel. Donc celui-ci là, vous voyez un rayon, il est envoyé une première fois, mais suivant le nombre de samples que j'ai donné, il va être envoyé autant de fois. Donc là, il va être envoyé pour le rendu final 500 fois. Il va y avoir 500 rayons qui vont partir ici et taper exactement pour ce même pixel et trouver des informations. Sachant que comme le premier rebond est aléatoire, eh bien, il va venir taper une première fois ici, mais la deuxième fois qu'il tapera, il rebondira peut-être de cet endroit-là, et la troisième fois, il tapera, il rebondira là-haut, et ainsi de suite jusqu'à 500 fois. Ce qui fait qu'au final, eh bien, il va avoir les données de tous les 500 rebonds qu'il a, qu'il va assimiler ensemble, et va dire que ah ouais, ce rebond il avait rien trouvé, mais celui-ci peut-être qu'il a trouvé de la lumière, l'autre il n'en a pas trouvé, et il va faire une moyenne, et il va recalculer le tout, et recomposer tout ça pour donner l'information finale du pixel à la fin dans le rendu final. Et c'est pour ça que plus on met de samples ici, plus on envoie des rayons, plus on agrandit l'aléatoire des rebonds un peu partout, plus on a d'informations, et plus l'image sera de qualité avec plus de précision en fait, et une meilleure qualité au niveau de l'éclairage et plein d'autres composantes. Donc ça c'est ce que fait le path tracing. Et vous comprenez donc l'importance de répéter un maximum de fois les samples. Et c'est aussi pour ça que en passant d'un sample de 1 à 500, vous allez avoir un grand changement, mais si je passe de 500 à 600, vous n'avez pas forcément beaucoup plus de changements, parce que vous avez déjà beaucoup qui a été couvert, beaucoup de directions qui ont été couvertes, et donc de 500 à 600, vous allez couvrir encore quelques directions de plus, mais ça va moins affecter le rendu de ce pixel que en passant de un seul rayon qui avait juste une couleur, juste du noir ou juste une intensité, une seule information. Là, on passe de 500 informations à 600 informations, donc très peu d'informations en plus comparé à tout ce qu'on avait avant. Je ne sais pas si je suis très clair, mais il y avait une question comme ça sur internet, donc si ça veut dire que quelqu'un se l'a posé, même en ayant compris un peu le système du path tracing, du coup je préfère préciser. Ça c'est pour le path tracing, et pour ceux qui auront un bon oeil, eh ben, eux ils auront noté, ils auront vu qu'en fait on a un menu déroulant en fait ici dans le path tracing, et en dessous on a branched path tracing. Ce système est un système, le branch path tracing, c'est un système qui est ancien, qui était renommé. En fait, avant, il s'appelait Non-Progressive Integrator. Et on l'a renommé en Branch Path Tracing. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est juste un renommage d'un ancien système. C'est un système qui est différent et qui va vous faire gagner en qualité. Donc éviter les fireflies. Alors du coup oui, les fireflies, ce que je disais tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous avez moins d'informations, pas trop d'informations, et que vous avez un pixel qui récupère du noir, l'autre pixel qui récupère une couleur super blanche, et ben le fireflies vous l'avez là. C'est parce que vous en avez un qui a récupéré vous avez un très gros contraste entre deux pixels côte à côte parce que vous n'avez pas récupéré assez d'informations. Du coup, ben, il y en a un qui va paraître beaucoup plus clair que l'autre. Ça, c'était le système de Firefly, ce sont des petits points blancs qui apparaissent. Et du coup, dans le Branch Path Tracing, ce système-là va vous faire gagner du temps, pas du temps, mais de la qualité en termes d'image et de Fireflies, et vous allez avoir une meilleure qualité plus rapidement. Néanmoins, vous allez perdre du temps sur le temps de rendu, sur le temps de calcul de chaque sample. Donc vous avez défini un certain nombre de samples, et ben vous allez perdre du temps à chacun les faire. Pourquoi? Parce qu'en fait le système va être différent. Chacun des rayons que vous allez envoyer, chaque sample, à chaque fois que vous allez envoyer un rayon, au premier rebond, ce rayon va être divisé en
plein d'autres petits rayons. Donc ça c'est un seul rayon et c'est pas plusieurs, c'est pas chaque 500 rayons que j'ai combiné ici en plein de petits trucs, c'est qu'un seul et même rayon va être séparé en plusieurs rebonds dans différentes directions qui vont aller chercher des informations sur un peu tout, des informations de texture, des informations de couleur, de lumière. Ils vont prendre en compte toutes les différentes lumières de la scène. C'est-à-dire qu'avant, tout à l'heure, on avait un rayon qui rebondissait dans une direction, et s'il tombait sur une source de lumière, tant mieux, il prenait en compte cette information-là. Mais dans celui-ci, chaque rayon va prendre en compte toutes les sources de lumière qu'il y a dans votre scène. Donc si vous en avez un peu dans tous les sens, eh ben, il va prendre en compte toutes les différentes sources de lumière, en ayant un rayon pour chaque, et des informations sur le displace, sur le glossy, les trucs comme ça, des matériaux qui touchent, et ainsi de suite. Donc par rayon, ça demande plus de temps à calculer, parce qu'il doit scinder chaque rayon et calculer plein de trucs. Mais au final, pour chaque rayon, on a beaucoup plus d'informations, c'est beaucoup plus complet, et donc on réduit, on donne une meilleure qualité pour un nombre de samples qui est inférieur. Oui, c'est ça. J'espère que j'ai été clair et que vous m'avez compris. C'est pas très compliqué une fois qu'on a saisi le truc, c'est pas quelque chose de compliqué à saisir, c'est un système qui est plutôt simple après quand on l'explique, mais il faut le connaître, il faut savoir, et il faut un peu s'accrocher au début pour comprendre la logique derrière et savoir comment est-ce qu'il a créé son image. Voilà, c'est un peu l'inverse de la réalité. Je disais dans la vidéo numéro 1, j'ai expliqué, je disais que bah, dans la vraie vie, nos yeux ils crachent pas des rayons partout pour obtenir ce qu'on voit. C'est juste que là, ils inversent le système. Et j'espère du coup que vous avez un peu compris cette méthode-là. Donc si vous êtes sur du branch path tracing, vous allez avoir une meilleure qualité, mais pour un temps plus long de calcul de rendu. Et pour le à côté, ce que je n'ai pas expliqué dans la première vidéo, c'est que vous avez le square samples. Et le square samples, c'est que dans le cas où vous voulez avoir quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très précis, avec un très très gros calcul de plein de rayons et quelque chose qui est très 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 proche de la réalité, beaucoup 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 de samples, vous pouvez square sample, ça veut dire pas les rendre carrés, hein, ça sert à rien, c'est un rayon, c'est infinitésimalement petit, mais square en anglais c'est le carré. Donc mettre au carré les paramètres que vous avez donnés à vos samples. Alors oui, là je suis passé sur Branched Path Tracing, donc c'est différent que le Path Tracing ici, c'est très simple, ici vous mettez le nombre de samples, et voilà, ça vous donne le nombre de samples ici. Le Branched Path Tracing, ça vous dit que bon, bah, vous allez avoir par rayon autant de diffuse, de samples diffuse, de glossy, vous allez séparer dans toutes les différentes composantes qu'il va récupérer par rayon. Et ensuite, vous allez définir des AA samples qui sont ici. Vous avez render et preview qui correspondent au render et preview que vous aviez au-dessus. Moi, j'ai pas changé les valeurs ici parce que j'utilise jamais ça. Mais si jamais, pour avoir une comparaison, en gros, vous voudriez avoir l'équivalent en path tracing normal de 250, comment ça s'appelle, samples sur le diffuse, sur la couleur diffuse par exemple, vous allez dans le branch path tracing et vous allez faire 10 AA samples dans le render, vous allez en mettre 10 ici, fois 25 diffuse samples ici. Hop, 25. Et là, vous allez avoir l'équivalent, donc 10 fois 25, vous allez avoir l'équivalent des 250. Bon, alors moi, c'est 500, mais du coup, il va falloir faire ici 10 fois 50 diffuse. Hop. Et là, j'ai l'équivalent dans les données de diffusion, de diffus, de ce que j'ai dans le path tracing. Mais comme ici, on a séparé dans plein de composantes différentes, il faut calculer pour chaque composante. C'est pour ça qu'il y a plus de contrôle, parce que vous pouvez définir que, vous savez, dans cette scène, vous n'avez rien qui est glossy, donc bon, bah, vous en fichez de ça. Transmission, là-haut, vous pouvez gérer en fait sur quoi vous voulez mettre la priorité de précision de calcul. Et comme je vous ai dit, ici, vous avez plus que 10 samples à lancer, alors qu'avant vous en aviez 500. Vous en lancez que 10, mais dans les 10, chaque 10 va être séparé en 50 pour le diffuse, et en 50 petits rayons ici, et du coup, vous allez obtenir la même qualité pour le diffuse que ce que vous aviez avant. Les maths sont assez logiques à ce niveau-là, donc c'est plutôt simple. J'espère quand même que je l'ai bien expliqué. C'est pas quelque chose de crucial à savoir, juste notez, si vous voulez pas vous embêter avec tout ça, notez juste que augmenter les samples ici, ça donne une meilleure qualité et ça réduit le bruit et le risque de fireflies.
Voilà, mais c'est au coût du temps, quoi, du temps de rendu, parce que ça veut dire que vous en balancez, à chaque fois que vous en rajoutez un, c'est multiplié par le nombre de pixels que vous avez dans votre image, parce que ça veut dire qu'il en balance un rayon de plus par pixel sur toute votre image. C'est tout. C'est pour ça que ça, quand on vous dit que ici, augmenter là, c'est une valeur, c'est la valeur la plus sûre d'augmenter la qualité de votre image. Vous pouvez pas faire mieux que augmenter les samples ici. Il y a des techniques, comme je vous le disais, avec le clamping et tout ça, clamp direct, indirect, pour éviter de devoir allonger le temps de rendu avec ça, parce que ça, c'est sûr que ça va rallonger le temps de rendu. Vous êtes certain d'une chose, c'est de ça. Mais par contre, vous êtes aussi certain qu'en contrepartie, eh bien, ce ne sera pas du cheat. Ça veut dire que ici, bah, vous allez un peu tricher en coupant la valeur maximum de blanc à un certain niveau, tout ça. Mais avec les samples, vous êtes sûr qu'en fait, vous coupez rien du tout, vous n'êtes pas en train de prendre de raccourcis ou de tronquer quoi que ce soit, vous rajoutez de la qualité, juste pure et simple, juste que ça vous prend beaucoup plus de temps de rendu. Voilà. Bon, et bien j'espère que cette courte vidéo vous sera utile et que vous apprécierez de connaître ça. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important de comprendre un peu comment fonctionne tout ça. Voilà, la vidéo est faite, maintenant on va passer à autre chose après. Et donc je vous dis à la prochaine fois. Salut!